Merci André. Voilà, donc justement, je souhaitais vous informer que on propose d'enregistrer le séminaire, donc ce qui permettra à ceux qui ne peuvent pas être avec nous de bénéficier de l'enregistrement. Donc notamment la partie questions-réponses, les questions et réponses seront également enregistrées. Si ça vous pose des difficultés, voilà, vous pouvez choisir de ne pas prendre la parole dans ces conditions-là. C'est à votre disposition, mais on vous souhaitait vraiment pouvoir faire partager un maximum de personnes, profiter un maximum de personnes de ces travaux. Donc en termes d'organisation, donc on va commencer par la présentation internationale, donc justement les travaux du groupe d'études B2 que André a présenté. Ce qu'on va vous présenter en fait, c'est le contenu d'un rapport final du groupe d'études. Ce rapport, il n'est pas encore public, il est en cours de relecture finale dans sa version originale qui est anglaise, et il y aura une traduction dans les deux autres langues de Pierre, puisque toutes les publications sont en trois langues, espagnol et anglais et français. Et donc les traductions espagnoles et françaises devraient être disponibles d'ici le mois d'avril, mai au plus tard. Voilà. Mais vous aurez d'ores et déjà l'essentiel du contenu présenté ici. Ensuite, on aura des présentations sur l'état de l'art en France qui seront centrées d'une part sur la signalisation horizontale avec Nicolas Autière, d'autre part sur la connectivité avec Marie-Christine Esposito. Et enfin, on aura une présentation de Ludovic Simon sous deux aspects. D'une part, le contenu lié à l'infrastructure d'un projet majeur en France sur le véhicule automatisé qui est le projet SAM, et d'autre part, l'état des réflexions au niveau de la normalisation sur l'infrastructure pour le véhicule automatisé. Donc c'est un sujet émergent en normalisation, mais donc il vous présentera les premières réflexions des commissions de normalisation sur ce sujet. Et ensuite on passera à la phase de questions-réponses. Donc je vais laisser la parole à Abdelmenam Edli, que tout le monde connaît sous le nom de Menam, pour commencer cette présentation qu'on va faire à deux voix des résultats de notre groupe d'études. Donc pour mémoire, Menam était secrétaire francophone du groupe et soit dit en passant, on lui doit beaucoup sur l'organisation logistique de ce webinaire et je tiens à l'en remercier. Menam, la parole est à toi. Alors, merci donc Eric. Je suis donc Abdelmenam Edli, effectivement, responsable du laboratoire ERENA de l'université de Gustave Eiffel et basé à Bordeaux, et dont les thématiques de recherche portent essentiellement sur la mobilité connectée et automatisée. Donc, en guise d'introduction, on va commencer par quelques définitions. Une première définition qui sera un rappel, je pense, pour la plupart d'entre vous et qui concerne les niveaux d'automatisation définis par la Society of Automotive Engineers, donc la SAE, et donc ces niveaux qui vont de 0 à 5. Donc on a essayé de les organiser en deux parties. Donc les niveaux ici en bleu, les trois premiers niveaux concernent uniquement l'aide apportée au conducteur qui lui conserve sa tâche d'observation de l'environnement et d'action sur le véhicule. Donc sur ces trois niveaux, on parle plutôt d'aide ou d'assistance à la conduite. Donc le premier niveau, le niveau 0, je ne vais pas en parler parce qu'il n'y a pas d'automatisation. Le niveau 1 permet une assistance à la conduite dynamique sur la dynamique longitudinale ou latérale, donc c'est l'un ou l'autre. Sur le niveau 2, lui, il permet une assistance à la conduite sur la dynamique longitudinale et latérale, donc les deux. Ensuite, les trois niveaux suivants, donc ici en vert, définissent les modes d'automatisation possibles allant d'une automatisation partielle et partagée à une automatisation complète et sans conducteur. Alors sur le niveau 3, ce niveau permet une conduite automatisée avec une reprise en main du conducteur en cas de problème. Le niveau 4, lui, permet une conduite automatisée tout le temps, avec une reprise en main du conducteur en cas de conditions exceptionnelles. Et enfin, le dernier niveau, qui concerne l'automatisation complète, sans aucune intervention de l'humain. Toujours dans les définitions, donc quelques définitions sur les notions d'infrastructure physique et digitale. Donc une infrastructure physique, c'est la structure physique sur laquelle le système de transport fonctionne ou opère.
Et de l'autre côté, l'infrastructure digitale qui est l'ensemble donc des équipements et systèmes nécessaires au stockage et à l'échange de données pour les services d'aide à l'exploitation et au déplacement. Deux définitions. Dans cette partie, on va essayer de traiter de l'infrastructure physique qui, je le rappelle au départ, est conçue et entretenue pour satisfaire aux besoins du conducteur humain. Et l'idée, en fait, à travers les quelques slides qui vont suivre, c'est d'illustrer par quelques exemples les problèmes potentiels auxquels le véhicule automatisé peut être confronté lorsqu'il circule sur une infrastructure physique. En particulier, et ça c'est important, du point de vue de la perception de son environnement. Donc la première illustration ici concerne la signalisation verticale qui, en général, elle est interprétée correctement par les capteurs du véhicule automatisé, mais il reste néanmoins quelques situations qui posent des problèmes, comme ceux qui sont inhérents à l'harmonisation au niveau international. Et pour illustrer ce que je dis, vous voyez à droite un exemple avec une définition commune au départ, qui est la Convention de Vienne, et une mise en œuvre ou une implémentation qui qui diffère suivant les pays. Donc les défis liés à l'harmonisation de la signalisation verticale portent en particulier sur les unités et les métriques utilisées, la forme des panneaux, leur couleur, la langue. Et donc l'avantage d'harmoniser tout ça, c'est que ça facilite le déploiement du véhicule automatisé parce que ça rend plus simple l'interprétation par les systèmes de reconnaissance automatisés qui sont embarqués dans le véhicule. Un autre exemple d'une situation potentiellement problématique pour le véhicule automatisé est celle de la signalisation dynamique. Alors ici, en plus de la standardisation des textes, il y a une combinaison entre les panonceaux et les pictos qui varient suivant les pays. Donc il y a également des aspects techniques qui posent aussi des problèmes, comme par exemple le scintillement lié à la fréquence de rafraîchissement des messages ou bien les variations de luminosité des LED qui peuvent donc constituer une difficulté supplémentaire pour les systèmes de vision qui sont embarqués dans le véhicule automatisé. Et donc, ici, les normes et les standards de conception précis sont nécessaires. Un autre exemple est celui des marquages au sol qui, encore une fois, sont initialement conçus pour être visibles pour l'œil humain et qui, côté véhicules automatisés, sont utilisés pour se localiser précisément sur la voie de circulation. Alors, ce sujet du marquage au sol sera développé dans la présentation d'après par Nicolas Autière, et puis également par Ludovic Simon du CMA. Donc, le marquage au sol est l'un des principaux éléments de référence du véhicule automatisé. Et même si les capteurs ne cessent de s'améliorer, il reste quand même des situations qui posent encore problème, comme les quelques illustrations qui sont sur ce slide. Donc vous avez en haut à gauche, par exemple, les marquages temporaires liés au chantier qui sont encore visibles. Et là où l'œil humain peut faire la distinction, la machine ne voit aucune différence. Un deuxième exemple en haut à droite, où la neige ne permet pas d'identifier le marquage. Alors, même pour l'œil humain, c'est difficilement lisible. Alors, je vous laisse imaginer donc pour la machine. Donc, je vous laisse prendre connaissance des autres exemples. Sur ce sujet, peut-être faudra-t-il à l'avenir prendre en compte la vision des marquages par le véhicule automatisé dans la politique de maintenance et définir également des niveaux de service associés. Alors enfin, une position qui est proposée par nos amis nord-américains sur le principe de l'usage du GNSS pour le positionnement, qui pourrait amener plus de fiabilité et de précision. Dernier exemple concernant le véhicule automatisé et l'infrastructure physique, c'est celui du platooning, qui consiste à faire circuler des convois ou pelotons de poids lourds à courte distance l'un de l'autre, donc à moins de 20 mètres, alors que la législation, elle impose aujourd'hui une distance minimale de 50 mètres. Alors, un des avantages que procure la mise en œuvre de ce dispositif est le gain en capacité. En revanche, en circulant de manière groupée, toujours au même endroit, un peloton de poids lourds autonome peut créer des dommages sur la chaussée, donc l'orniérage par exemple, et de la même façon, en roulant de manière trop rapprochée, ils sont susceptibles d'impacter les ouvrages d'art qui franchissent, en particulier sur les ouvrages à longue portée. Alors, dans le rapport de la Task Force B2 figurent des voies réservées qui est amené encore une fois par nos collègues d'Amérique du Nord et qui est une option fiable et sûre pour le platooning. Alors là, encore une fois, encore faut-il avoir un nombre de voies suffisant pour pouvoir le faire. Alors,
pour finir ce slide, je tenais quand même à remercier Bernard Jacob qui nous a apporté une aide précieuse sur ce sujet, donc qui est le spécialiste reconnu. Et je crois que j'en ai fini sur les illustrations qui concernent le véhicule automatisé et l'infrastructure physique. Passons maintenant à l'infrastructure numérique. Et là, encore une fois, pour le véhicule automatisé, un des concepts essentiels est la notion d'ODD, donc Operational Design Domain en anglais, et qui se traduit en français par domaine de conception opérationnelle. Alors ici, la définition donnée par la SAE, donc l'ODD décrit donc les conditions de fonctionnement spécifiques dans lesquelles un système de conduite automatisé est conçu pour fonctionner correctement, y compris, mais non exhaustif, les types de routes, les gammes de vitesse, les conditions environnementales, donc météo, jour, nuit, etc., les règles de circulation et autres contraintes de domaine. En d'autres termes, l'ODD va décrire, en fonction des performances d'un système automatisé donné, l'ensemble des caractéristiques de circulation et d'environnement pour lesquelles il est conçu pour fonctionner de façon nominale. Alors, pour illustrer un peu ce que je dis ici, voici un exemple très simplifié. Alors, à gauche, vous avez donc une infrastructure avec des carrefours à feu. Et si le système automatisé ne dispose pas de caméra permettant de distinguer la couleur des feux de circulation, alors les carrefours à feu ne font pas partie de son ODD. Alors, vous voyez ici donc l'ensemble ODD. Les carrefours à feu donc sont symbolisés par ce picto. Ils sont hors du domaine. En revanche, si et là c'est la colonne de droite, si on équipe les carrefours à feu de moyens permettant d'informer sur leur état par le biais de la connectivité, donc le signal phase and timing par exemple, et que le système automatisé dispose de moyens de réception et d'interprétation de ces informations, donc le véhicule est connecté, alors on peut considérer qu'on peut intégrer les carrefours à feu dans l'ODD. Voilà, c'est un exemple tout simple qui vous donne un peu quelques éléments là-dessus. Donc toujours sur l'ODD, donc un deuxième exemple. Alors ici, l'exemple d'un véhicule automatisé qui effectue un trajet depuis une origine vers une destination. Alors sur l'axe des abscisses, vous avez le temps. Sur l'axe des ordonnées, la distance parcourue. Et donc dans le carré rouge, le système automatisé est dans son ODD et donc peut passer en mode de conduite déléguée, donc en mode automatisé, on va dire. En dehors de ce carré rouge, le véhicule est en mode manuel car le système n'est plus dans son ODD. Alors on a donc une première transition donc, du mode manuel vers le mode de conduite déléguée à l'entrée ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, à l'entrée de cette zone encadrée en rouge qui est l'ODD, et en mode une seconde transition du mode de conduite déléguée vers le mode manuel en sortant de ce périmètre rouge qui est l'ODD. Maintenant, ce même système automatisé sur le même trajet, mais qui est confronté à des événements qui le font sortir de son ODD, car le système ne sait pas les gérer. Alors, ces événements amènent des discontinuités dans l'ODD, donc ici, la pluie dense ou le rétrécissement de voie, force le système à passer en mode manuel à chaque rupture d'ODD. Donc, vous voyez ici, en fait, les ruptures d'ODD, les discontinuités qui sont amenées par ces événements particuliers que le système ne sait pas gérer. Donc j'en ai fini avec l'ODD. Juste un autre concept qui est celui de la classification du niveau d'assistance apporté par l'infrastructure. Donc en anglais c'est Infrastructure Support Level for AD, donc ISAD. Donc ce concept définit une espèce de classification de l'infrastructure en fonction du niveau d'assistance qu'elle apporte au véhicule automatisé. Et dans le cadre de cette classification, un des critères de base et que même dans le niveau le plus bas, donc le niveau E ici dans l'exemple, donc sans aucune assistance de l'infrastructure, le système automatisé doit être capable de percevoir correctement son environnement et donc de se déplacer. On voit dans le schéma à droite un extrait du projet Inframix, le projet européen, une segmentation de l'infrastructure en fonction donc, du niveau d'assistance que l'infrastructure est capable d'amener, donc avec des niveaux allant de E, donc le plus bas, au niveau le plus haut, EA, pardon. Donc toujours sur ces niveaux ISAD, on détaille ici pour chacun de ces niveaux la nature de l'assistance amenée par l'infrastructure. Alors plus on va sur des niveaux élevés, et plus l'information fournie par l'infrastructure au véhicule est dynamique, temps réel et évoluée.
on peut considérer, alors là c'est l'exemple ici, sur le dernier niveau, donc le niveau A, on serait à un stade où, connaissant le déplacement individuel de chaque véhicule, le gestionnaire d'infra communiquerait donc avec des groupes de véhicules ou de façon individuelle avec des véhicules pour faire de la régulation dynamique de vitesse ou de la régulation dynamique des voies. Donc c'est un concept très intéressant et on le voit de plus en plus arriver dans le domaine de la recherche. Alors toujours au sujet de l'infrastructure numérique, ici la carto haute définition, vue par nos collègues japonais, donc avec plusieurs couches. Donc les couches basses sont plutôt statiques ou semi-statiques, c'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas ou très peu dans le temps. En revanche, plus on monte sur les couches hautes, et plus celles-ci deviennent sophistiquées, dynamiques et temps réel. Je vous laisse lire le contenu. De toute façon, tout ça est détaillé dans le rapport que je vous invite à télécharger et à lire quand il sera prêt. Et ce sera mon dernier slide. Il concerne le sujet de la connectivité qui est, à mon sens, un élément clé dans l'infrastructure digitale. Donc Marie-Christine fera un point détaillé, je pense, sur ce sujet dans le cadre de ce webinaire. Alors voici un schéma très simplifié d'une architecture hybride dans laquelle un véhicule sur la route pourra, du point de vue du gestionnaire, se voir délivrer un même service via deux canaux distincts. Alors le premier, donc, qui est le chemin du haut, représente les communications de courte portée qui sont mises en œuvre via des équipements bord de route pour des échanges entre l'infrastructure et le véhicule. En général, c'est en ITS-G5, donc c'est du Wi-Fi adapté aux routiers. Et les communications de courte portée ont une latence très faible et sont de ce fait privilégiées pour des communications des véhicules entre eux, en particulier pour des applications liées à la sécurité. Sur le parcours du bas, donc les communications longue portée s'appuient sur des réseaux cellulaires et permettent d'étendre donc la couverture des services, mais ont des latences plus élevées pour l'instant. On va voir ce que la 5G pourra amener sur ce sujet-là. Du point de vue du conducteur, l'information doit être agnostique du schéma emprunté. Et à noter que le gestionnaire également envoie l'information sur les deux canaux et ce sont les équipements embarqués qui font le traitement et qui choisissent l'info à considérer afin d'éliminer les duplicata de messages. Voilà donc pour mes parties. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai un peu dépassé mon timing, mais tant pis. Eric, je te laisse la main. Merci beaucoup, mesdames. Donc après cette partie sur les deux pendants de l'infrastructure, donc d'un côté l'infrastructure physique et de l'autre l'infrastructure digitale, vous avez bien compris que ces deux parties en fait se complémentent et que c'est précisément l'infrastructure digitale qui peut aider à franchir des situations où l'infrastructure physique ne suffit plus pour le véhicule pour se repérer et où il sort de son ODD. Et les exemples qu'a montré Ménam sur les carrefours le montrent bien. Alors maintenant, moi, je vais sortir de l'infrastructure en tant que telle et des aspects de conception pour entrer dans les aspects d'exploitation. Donc, on peut passer la slide. Alors, il faut savoir que toutes les simulations autour de l'impact sur la congestion et sur la capacité du réseau du véhicule automatisé sont basées sur des simulations, parce que les tests qui ont eu lieu à date, c'est des tests avec des taux de pénétration faibles. Alors les niveaux SAE 1, 2 dont parlait Ménam, il y a beaucoup de pays dans le monde qui les autorisent d'ores et déjà à la commercialisation. Les niveaux plus élevés, 3, 4, 5, c'est plutôt des phases d'expérimentation sur route ouverte, des projets pilotes. Et donc, dans les deux cas, on est sur des taux de pénétration très faibles, ce qui fait qu'on ne peut pas encore se rendre compte sur le terrain des impacts en termes de congestion du véhicule automatisé. Cela dit, avec la modélisation, on arrive à comprendre certains phénomènes. Donc, passez la suivante slide. Donc, en fait, il y a deux phénomènes antagonistes. Il y a un premier phénomène qui, dans certaines études, est considéré comme le principal phénomène, mais ça pose question. C'est le fait que lorsqu'on a des véhicules automatisés et connectés, vous le voyez ici à gauche, du fait qu'ils sont capables de communiquer de proche en proche en ce qu'on appelle V2V, Marie-Christine réexpliquera ça tout à l'heure sur la partie connectivité, ça permet potentiellement, évidemment si la réglementation évolue, de réduire les distances entre véhicules et donc d'augmenter la capacité du réseau. Cela dit, ceci n'est vrai que si tout l'environnement
n'est constitué que de véhicules de ce type-là. Et dès lors qu'on va avoir un véhicule équipé donc de connectivité et d'automatisation qui suit un véhicule qui est équipé que d'automatisation ou que de connectivité ou qui n'a ni l'un ni l'autre un véhicule classique. Donc dès qu'on est en trafic mixte, en fait, ça va plus être le cas. Et donc ça n'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a un autre phénomène, slide suivante, qui est que qui va dans l'autre sens, qui est que les véhicules automatisés ont toujours un comportement sécuritaire. En fait, lorsqu'ils sont face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils vont le considérer comme un obstacle, pour dire les choses simplement, et ils vont s'arrêter. Typiquement, s'ils arrivent sur une zone de fusion de voies, de passage de 3 voies à 2 voies sur autoroute, et que c'est congestionné, ils vont rester là à attendre que ce soit leur tour, alors que dans la vraie vie, les conducteurs humains, ils se passent le relais, il y en a un qui passe puis l'autre. Ça, c'est quelque chose que le véhicule automatisé ne saura pas faire. De la même façon, sur un rond-point, par exemple, qui serait saturé, il va attendre que ce soit que la voie soit totalement libre. Il va pas oser s'insérer. Donc ça, évidemment, ça conduit à des congestions juste derrière. Il y a des points durs sur le réseau. Alors vous voyez que les deux phénomènes, en fait, ils sont liés au fait qu'on est en trafic mixte. Du coup, une question qui se pose, c'est faut-il ségréguer les véhicules automatisés dans une voie dédiée séparée des autres? Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est sécuritaire, qui serait sécuritaire. Cela dit, c'est des coûts de construction énormes, puisque si on devait construire ça en France, ça serait doublonner 1 million de kilomètres de route, donc on imagine le coût. Par ailleurs, globalement, même si on n'a pas les masses en termes de taux de pénétration qui permettent d'analyser les effets en termes de congestion, on constate que les quelques véhicules automatisés qui circulent dans le cadre d'expérimentation ou bien sur des niveaux faibles carrément en commercialisation, ne provoquent pas de grosses congestions. Donc on arrive quand même à éviter ça. Et puis enfin, même si on fait une ségrégation, il va se poser la question des frontières, c'est-à-dire du moment où on rentre dans la zone de voie réservée et du moment où on en ressort, où forcément on va avoir des cisaillements et des effets défavorables. Donc c'est une question ouverte que beaucoup de pays se posent dans le monde, mais personne n'a franchi le pas jusqu'à présent. On continue. Alors, quand on met tout ensemble, on a des études. Donc ça, c'est une étude allemande qui essaie de voir si l'effet global en termes de congestion de l'automatisation est positif ou négatif. Alors, vous voyez ici, c'est basé sur des hypothèses. Donc HAV, ce sont les Highly Automated Vehicles, donc ce sont des véhicules de niveau 3, 4, 5. CAV, c'est les Connected Automated Vehicles, donc non seulement ils sont automatisés, mais en plus ils vont avoir de la connectivité. Et vous avez en bleu les véhicules conventionnels sans fonctionnalité de délégation de conduite. Sur la base de ces hypothèses-là, et avec une modélisation de trafic, l'étude arrive à la conclusion que la congestion va d'abord, c'est la capacité, donc en fait la capacité va d'abord diminuer un petit peu, donc avec la congestion qui va augmenter jusqu'en 2050 sur la base des hypothèses ici. À partir de 2050 ou 2055, on va commencer à décoller, on va voir les effets positifs de l'automatisation connectée des véhicules en termes de congestion. C'est une hypothèse, enfin c'est plein d'hypothèses, mais ça donne une idée de l'horizon temporel. On passe à la suite. Un zoom maintenant sur la question des navettes automatisées. Alors d'abord, il faut rappeler que ces navettes ont un domaine d'emploi, une ODD assez restreinte, puisque elles sont limitées à de faibles vitesses d'exploitation, vu qu'elles croisent des usagers vulnérables. Elles n'ont généralement pas la possibilité de communiquer avec les autres conducteurs et avec les piétons et les cyclistes, en tout cas dans les expérimentations courantes. Elles sont souvent sur un environnement cartographié, donc toujours le même. En fait, elles font toujours le même parcours, ce qui du coup permet d'adapter l'infrastructure à leur cas, ce qui est aussi facile lorsqu'on est sur un véhicule particulier qui circule sur une autoroute et il faudrait que on prenne en compte tous les modèles possibles qui franchiraient l'autoroute. En fait, là, en l'occurrence, on a une infrastructure dédiée et forcément une voie dédiée, mais une infrastructure qui est toujours la même et une navette, et donc on peut adapter.
Et puis, généralement, les capteurs de ces navettes ne permettent pas non plus de traiter les cas de temps de neige ou de forte pluie. On continue. Ensuite, on a une spécificité sur les espaces partagés. Type, alors là, c'est un exemple à La Rochelle, mais on a la même chose sur la dalle de la Défense. Et puis, il y a beaucoup d'exemples de ce type-là dans le monde. Où en fait, la navette se balade sur une dalle ou sur un espace partagé avec les piétons. Et là, s'il n'y a pas de matérialisation du parcours de la navette, ça crée une incertitude et ça crée beaucoup d'arrêts en fait de la navette par sécurité dès qu'elle s'approche trop d'un piéton. Et comme on n'a pas la possibilité de discuter avec le piéton de façon par la connectivité, ça reste un vrai défi à franchir. Je continue. Avec les zones de chantier. Alors ça, c'est très important parce que on est typiquement sur un sujet qui fait sortir les véhicules automatisés les plus couramment testés de leur ODD. Parce que les zones de chantier sont vraiment conçues pour les conducteurs humains, on les présignale très en amont, on va avoir des changements de fil, des réductions de vitesse progressifs, et on va avoir les ouvriers sur le chantier qui vont être sensibilisés sur le fait de s'écarter des voies. Par contre, le véhicule automatisé, lui, il a une grosse difficulté, c'est qu'il est myope. Donc, il arrive sur le chantier, il découvre la signalisation 200 mètres avant d'arriver. Et donc, on a une sécurité des ouvriers et des occupants des véhicules qui est menacée lorsque le véhicule n'arrive pas à reconnaître le chantier à temps. Au mieux, il s'arrête à la première FLR et il ne bouge plus, parce qu'il considère que c'est une queue de bouchon. Au pire, il comprend pas et puis il rentre dans le chantier. Donc, la solution, c'est soit de rendre la main au conducteur, mais ça n'est possible par définition que jusqu'au niveau 3. Mais si on veut arriver à faire un modèle de véhicule automatisé qui franchit les zones de chantier sans rendre la main au conducteur, c'est là qu'il faut apporter de la connectivité en complément. Et on vous donnera des exemples tout à l'heure en France dans l'exposé de Marie-Christine. Continue. Du coup, rôle de l'exploitant, c'est deux choses. C'est fournir une information fiable sur le chantier. Donc, on va donner la géométrie du chantier. On va typiquement, il y a des formats de messages de connectivité qui donnent ce qu'on appelle des waypoints, donc des points de passage obligés du véhicule. Et donc, on lui dit, tu dois passer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et ça lui donne la trajectoire pour éviter le chantier. Mais aussi la responsabilité de fournir un niveau de service en connectivité, donc une technologie to V, infrastructure to véhicule, qui peut être soit lié à des unités bord de route, à des systèmes qui existent déjà et qui arrosent déjà cette zone-là, ou alors, sinon, à défaut, on peut mettre des unités mobiles embarquées sur les engins de chantier qui vont communiquer avec les véhicules. On continue. Alors enfin, en termes de gestion de trafic, on entend beaucoup que le véhicule automatisé va apporter de nouvelles données qui vont aider à la gestion de trafic. C'est vrai. Cela dit, il y a quelques préalables. Le premier, c'est la question de l'accès aux données. Il n'est pas garanti que le gestionnaire de l'infrastructure ait accès à ces données. Par défaut, c'est pas le cas, et donc se posent des questions d'une part de respect de la vie privée, donc d'anonymisation des données, d'agrégation, d'autre part de coût d'accès, donc des modalités financières associées. Je rappelle qu'en France, il y a une réflexion, il y a un article de la loi d'orientation des mobilités qui doit résoudre cette question-là, traiter cette question-là. Les données seront-elles aussi utiles qu'on le suppose? Ça nécessite aussi qu'elles aient le bon niveau de granulométrie pour répondre aux besoins de la gestion de trafic, ce qui n'est pas forcément le cas, et donc il faut aussi travailler en lien avec les constructeurs automobiles sur la donnée qui pourrait, le format de la donnée qui pourrait venir au gestionnaire routier. Du coup, en termes de modalités de gestion de trafic, on a plusieurs possibilités. Soit on imagine qu'on ne change rien pour le véhicule automatisé, et donc il se débrouille. Soit on imagine la supervision complète, donc c'était l'ISAD-A de la slide de Ménam, hein, c'est-à-dire que l'infrastructure connaît tous les véhicules, elle a des caméras qui lui permettent de savoir où sont tous les véhicules, elle fait en fait de la gestion dynamique de flux comme de la supervision de métro automatisé sur un réseau fermé. Évidemment, la réalité
elle sera sans doute plutôt entre les deux. Typiquement sur les chantiers, je vous disais, si l'infrastructure donne des waypoints, donc en fait, on guide le véhicule sur cette zone-là. Ça peut être vrai aussi sur des zones de péage où classiquement il n'y a pas de marquage au sol et donc on a besoin d'aider le véhicule par la connectivité. Mais donc ce serait quelque chose d'hybride selon les endroits. On continue. Alors maintenant, j'entre dans un autre chapitre du rapport qui est le sujet de la responsabilité. Alors, d'abord, rappeler la responsabilité du conducteur. Alors, je vais m'appuyer sur le droit français. Alors, je précise qu'on n'est pas des juristes dans le groupe, donc c'est des premières considérations, mais évidemment à confirmer. En France, il se trouve qu'on a la loi Badinter qui date de 85 qui dit que lorsqu'il y a un accident de la route, la victime peut toujours demander réparation au conducteur et s'il n'est pas identifié au propriétaire du véhicule qui est tenu de disposer d'une assurance automobile. Et donc, on a toujours cette possibilité d'indemnisation, que le véhicule soit automatisé ou pas, ça change pas. Contre quel sera le prix des assurances? On s'attend à ce qu'il évolue d'abord défavorablement, puis plus favorablement si les retours d'expérience sont positifs en termes de sécurité routière. Sur la partie pénale, tout va dépendre en fait de ce qu'on impose au conducteur. Et ça, c'est vraiment l'évolution du code de la route qui va décider. Est-ce qu'on lui demande de garder l'œil sur la route néanmoins, ou est-ce qu'on lui demande de réagir sous tant de secondes? Et c'est vraiment un choix qui devra être fait au moment où on introduira les véhicules automatisés. On continue. Le constructeur automobile et le véhicule. Alors, évidemment, le moment où on pourrait aller chercher la responsabilité du constructeur automobile, c'est le moment où on est en mode automatisé. Quand on est en mode manuel, ça va de soi. On peut avoir des accidents liés à un problème mécanique, mais c'est un autre sujet. Et que là, il n'y a pas eu de demande de reprise en main du conducteur. Sans doute que ça va être lié définitions et aux objectifs qui sont fixés au moment de l'homologation du véhicule. Donc, c'est une réflexion en cours au niveau de la CE-ONU, comment on va homologuer les véhicules automatisés. Et donc, sans doute que la responsabilité va être liée au fait qu'on reste dans le cadre de ce qui a été homologué. Et certains endroits, on imagine de donner une personnalité juridique au véhicule, donc on en rentre dans des considérations droit des robots. Ça peut paraître de la science-fiction, mais certains juristes y pensent sérieusement. On continue. Donc, je viens au sujet du gestionnaire routier. Alors, en France, le droit existant, c'est que lorsqu'il y a un accident, dès lors qu'il y a un lien de causalité entre l'état de la voirie et l'accident, il va y avoir un régime de faute présumée du gestionnaire routier. C'est-à-dire que c'est à lui la charge de la preuve s'inverse, c'est à lui de montrer qu'il a assuré les diligences normales d'entretien. C'est une sorte d'obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat, c'est-à-dire que on va lui demander de faire au mieux compte tenu de ses moyens. La question va être comment ce droit-là va s'adapter pour le véhicule automatisé. Donc, comment on va adapter les politiques d'entretien. Alors, un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que rêver à une situation où on aura une garantie à tout moment qu'un marquage au sol va rester au-dessus d'un certain seuil de contraste ou de rétroréflexion. Alors, je parle de contraste parce que c'est typiquement la grandeur que voient les capteurs des véhicules automatisés. Donc, Nicolas en parlera dans sa présentation beaucoup plus savamment que moi. Mais en fait, on sait que l'usure des marquages est liée au nombre de roues qui passent dessus et au cycle d'intempéries. Et donc, c'est hautement aléatoire. Donc, il est très difficile de repérer, de prédire le moment où on va passer en dessous et de réparer instantanément et d'avoir une politique qui est absolument à 100% sûre qu'on n'aura pas de défaut à un moment. Il y a le sujet de la fiabilité de l'information fournie par la connectivité qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a le sujet du niveau de service de la connectivité, c'est-à-dire combien de pertes de paquets on s'autorise au niveau de la connectivité. Et bien entendu, va se poser la question du partage de responsabilité entre le gestionnaire et une éventuelle action récursoire qu'il pourrait avoir vers le fournisseur des équipements de connectivité ou des marquages en l'occurrence. Je vais terminer, mais je vais aller très vite là-dessus parce qu'on est un peu en retard et désolé. On est un peu sorti de notre mandat dans ce rapport. Il se trouve qu'on avait des chercheurs en sciences sociales dans le groupe des Tchèques qui nous ont beaucoup apporté là-dessus. Et du coup, je voulais vous montrer rapidement ce que ça donne. On peut y aller, mesdames. Donc, en fait,
quand on prend le véhicule automatisé, au-delà des sujets d'infrastructure, on a des questions au niveau de l'individu, des questions de surcharge mentale du conducteur, de perte de vigilance, de perte de compétences, de nouvelles compétences associées au système, de distractions liées aux alertes reçues, la capacité de reprise en main. Bon, voilà, je vous laisse lire les différentes questions qui peuvent se poser au niveau de l'individu. Le point important, c'est qu'en fait, les réponses, elles vont généralement être à cheval entre des réponses en ingénierie, donc des solutions techniques, et de la compréhension de la psychologie du conducteur. Donc c'est vraiment à cheval entre les sciences sociales et les sciences dures, mais à la fin, la solution, ça va quand même être une IHM, une alerte sous un certain format, donc toujours une innovation technologique. Par contre, sur des questions, si on va à la slide suivante, au niveau de la société, donc des questions du type est-ce que les conducteurs vont avoir confiance en le système, quelle va être leur acceptabilité, quelles vont être les spécificités pour les personnes âgées, comment va se poser la question de la tarification du véhicule automatisé, les respects de la vie privée, la cybersécurité, les questions éthiques, la fameuse question de la poussette ou de la grand-mère, etc. Là, on est plutôt sur des questions où les disciplines vont être vraiment dans les sciences humaines et où les réponses vont généralement être dans des politiques publiques. Et si on termine avec la dernière slide, ce qu'on peut dire, c'est que autant les questions au niveau de l'individu, comme la solution va être dans les innovations technologiques, il peut y avoir une réflexion internationale sur ce sujet-là, autant les questions au niveau de la société, les questions d'acceptabilité, les questions de respect de la vie privée, etc., il y a des spécificités de chaque pays. Et du coup, il est très difficile d'avoir une réponse mondiale à ces questions-là. Donc, les politiques publiques vont sans doute être différentes d'un pays à l'autre sur ces aspects. Voilà, on a terminé donc cette présentation de ce rapport Piarc Monde. Je vous propose maintenant, puisque c'est l'intérêt de Piarc France, c'est justement de confronter la situation mondiale avec ce qui se passe en France. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas Autière, qui va vous présenter l'état de l'art en France sur un des sujets qu'on a déjà abordé au niveau mondial, qui est le sujet des marquages au sol. Nicolas, floor is yours. Merci Eric, bonsoir à tous. J'espère que vous voyez bien l'écran. Donc je vais effectivement vous parler un peu d'état de l'art, de questionnement sur le marquage au sol. Voilà, donc moi je suis de l'université Gustave Eiffel. Alors, je vais faire un exposé en 3 parties. Une partie un peu sur une compréhension pour que mise à niveau un peu technique sur l'interaction entre véhicules automatisés et signalisation horizontale. Ensuite, vous parlez des projets. Il y a 2 familles en fait de projets qui sont menés. Il y a les projets de développement expérimental qui sont dans le sens de la progression en maturité des systèmes finalement. Et puis il y a finalement dans l'hypothèse où on est dans un cul-de-sac. Eh bien, il faut d'ores et déjà la recherche réfléchit à d'autres solutions, à d'autres enjeux pour essayer finalement de trouver des solutions autres. Et donc voilà les 3 parties de ma présentation. Donc première partie, donc état de l'art, interaction VA et signalisation horizontale. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est un peu une définition des marquages routiers, en fait, qui sont des équipements de la route, qui sont très encadrés sur les plans normatifs et réglementaires, notamment parce qu'ils impactent la sécurité routière. Et donc, ce sont généralement donc des dispositifs optiques passifs dont on dimensionne les propriétés photométriques, donc c'est la métrologie, en fonction des besoins des conducteurs humains. Et c'est notamment le cas du coefficient de ce qu'on appelle le coefficient de rétroréflexion de la lumière, coefficient RL. Et donc, les produits de marquage en France, ils sont homologués par l'ASCER, qui opère notamment un site d'essai sur la RN2, dans lequel on a établi que, comme le disait Eric, que le nombre de passages de roues constitue le paramètre principal de vieillissement des marquages routiers. Voilà, donc vous avez à droite là, une photo récente de la RN2 et une courbe qui vous montre un petit peu le lien entre le nombre de passages de roues et la diminution du coefficient de rétroréflexion. Donc ça, ce sont des modèles ajustés dans des données anciennes. Et donc, quelque part, comme on ne peut pas compter les nombres de passages de roues,
les marquages routiers, ils sont contrôlés périodiquement à l'aide de dispositifs manuels ou alors d'appareils à grand rendement, comme l'Ecodine, qui a été développé dans les années 90 par le réseau scientifique et technique et qui continue aujourd'hui d'être amélioré. On en est à la version 3. D'accord? Donc, comme on ne peut pas compter les passages de roue en permanence, on vérifie optiquement les marquages. Et à l'inverse, quelque part, le véhicule automatisé, lui, il utilise ces marquages. Et donc, aujourd'hui, pour des niveaux finalement des véhicules assistés, donc avec des services comme l'alerte en cas de sortie de voie, l'aide au central de la voie, ils utilisent la détection des marquages, et cette détection et ces systèmes vont devenir progressivement obligatoires dans les véhicules neufs. Et cette détection par caméra, elle est fondée sur le contraste marquage chaussée afin de s'abstraire de la luminosité ambiante. Donc, on fait une dérivée première, deuxième, pour éviter d'avoir à rechercher, entre guillemets, le blanc dans l'image. Et si on va plus loin, si on passe de l'assistance à la conduite à l'automatisation, eh bien, le véhicule automatisé, lui, en permanence, il recherche ces bandes blanches et pour se localiser, et donc il interagit de façon quelque part beaucoup plus critique avec l'infrastructure routière. Et donc ça rentre en résonance avec la révision de 2019 de la directive européenne sur la sécurité des infrastructures routières qui traite largement de ces questions et qui recommande entre autres d'étudier, de former des commissions chargées d'étudier l'opportunité de spécifications communes en matière de marquage routier. Voilà un petit peu la problématique. Et donc, on se dit, si les capteurs recherchent des contrastes, alors il faudrait définir des seuils de contraste. Ça, ça a été fait en France. Là, je vous ai mis un papier de 96 du BLPC sur finalement des travaux qui comparaient finalement les seuils de rétroréflexion de la signalisation horizontale avec le contraste de marquage chaussé. Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'au cas de nuit, on avait vraiment, c'est la courbe du haut, on avait vraiment une équivalence entre la rétroréflexion et le contraste de nuit. Et donc là, la nuit, quelque part, on sait qualifier le contraste des marquages, mais de jour, selon les conditions d'éclairage, les conditions météo, en fait, on a une grande dispersion des valeurs qui rend un peu vraiment illusoire la recherche de contrastes, ce qu'on appelait des contrastes seuil. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment appliqué dans la pratique. Voilà. Donc si on synthétise l'état de l'art aujourd'hui, c'est on a une signalisation horizontale qui est un équipement de la route, dont les caractéristiques sont normalisées et leur suivi établi par des dispositifs de métrologie. Les indicateurs qui servent d'aide à la décision pour les gestionnaires de route ne sont en fait que peu corrélés aux indices visuels exploités par les véhicules automatisés pour détecter la signalisation horizontale, notamment le contraste de jour. Pour le conducteur humain, capable de compenser les changements d'apparence des marquages, normalement, la signalisation horizontale n'est pas considérée comme critique. Ce n'est pas un élément critique, l'apparence visuelle. La problématique de recherche, la problématique technique, c'est donc de savoir si c'est le cas également pour le véhicule automatisé, et donc de savoir si son intelligence d'aujourd'hui ou de demain est suffisante pour tolérer des marques de chaussée avec des niveaux de service qui sont parfois décorrélés des conditions de référence. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette question? Eh bien, on peut aller expérimentalement, on n'a pas le choix. Quels sont les axes de progrès identifiés? Et donc ça, je vous relais un peu les travaux qui ont été faits dans le cadre du projet France Véhicule Autonome. C'est finalement de dire, comme la signalisation horizontale, elle dispose d'ores et déjà d'un cadre normatif et réglementaire, il ne nous apparaissait pas nécessaire de le faire évoluer à court ou moyen terme. En effet, les capteurs des véhicules automatisés, ils disposent encore d'une large marge de progrès, notamment en termes de validation vis-à-vis de l'état courant de la signalisation routière. Et donc, les principaux leviers d'action qui ont été identifiés,
bah, ça consiste en quelque sorte à améliorer la prise en compte des marquages routiers dans les outils existants de mise au point et d'expérimentation du véhicule automatisé. Donc, trois grandes actions, on va dire, recueillir des données sur route ouverte, à la fois en embarqué sur l'infrastructure, passer de la piste d'essai au concept de piste de référence et mettre au point des outils de simulation numérique plus fidèles en matière de photométrie des surfaces routières. Voilà un peu les actions, les grandes natures des actions qui sont en cours en France. Donc, si je détaille un petit peu chaque point, bah, il y a des questions. Ça veut dire quoi? Évaluer sur route ouverte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est constituer des parcours dédiés aux véhicules automatisés avec des marquages routiers plus ou moins récents et dont on connaît les caractéristiques et le vieillissement. Et donc, l'idée, c'est de coupler le recueil de données de fonctionnement des véhicules automatisés avec les données mesurées in situ. Et donc, l'idée, ensuite, c'est de pouvoir croiser les performances des véhicules automatisés avec le niveau de service de la route. Donc, je vous ai mis à droite, ça, c'est des travaux, c'est des essais qu'on avait fait dans l'Aisne en 2006. Vous voyez l'image en haut à droite, vous voyez à peine le marquage. Il était complètement effacé, mais c'était finalement en bon accord entre le gestionnaire de route et finalement les gens qui développent les marquages à côté. Et donc, on avait nos véhicules automatisés et ils fonctionnaient très bien finalement sur ce marquage très dégradé parce qu'on avait le soleil dans le dos ce jour-là. Et donc, ça marchait malgré finalement un marquage qui en apparence est effacé, mais en fait, la peinture, elle est sur le haut des gravillons, elle est sur le haut des cailloux. Et finalement, si on regarde de profil ici, on voit bien que les marquages sont toujours visibles pour l'œil humain. Et donc, dans ce type de projet, au sein de l'Université Gustave Eiffel, on a un projet sur le réseau Atland de zone d'expérimentation à haut niveau de service, ça s'appelle ZEHNS, sur A63. Voilà un exemple de projet national sur cette question. Deuxième nature de projet, finalement, c'est passer de la piste d'essai, finalement automobile, à une piste de référence. Donc l'idée, c'est d'équiper des pistes dédiées aux tests de véhicules automatisés par des marquages de type usé sur différents types de chaussées. Ensuite, c'est de pouvoir tester ces pistes de référence avec des appareils de référence et faire des AGR, des écodines, et croiser ça avec des détections issues de capteurs ou de protos. Et donc, ensuite, c'est voir si c'est utile et ensuite, quelque part, identifier des protocoles d'essai pour limiter le nombre de passages, parce que ça peut être fastidieux. Donc, le projet phare au sein de l'Université Gustave Eiffel, pour en citer un, c'est la plateforme des fromentaux, donc ce qu'on appelle Transpolis, dans l'un qui travaille également sur ces sujets. Troisième action, troisième levier, c'est finalement d'aller vers une validation fonctionnelle par la simulation numérique, mais plus fidèle sur le plan photométrique. C'est aller au-delà de la validation des logiciels embarqués qui essaient de regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe si les marquages sont effacés. Et donc, l'idée, c'est d'aller coupler de simulation de capteurs, de conduite, de déplacement, d'intégrer des données photométriques, comme la BRDF sur les surfaces routières, et autre piste, aller vers du test hybride combinant réel et virtuel. Et donc, on développe une plateforme de ce type au sein de l'université qui s'appelle Impact 3D. Donc, je vous ai mis à droite, finalement, un équipement de recherche qu'on appelle un banc de mesure de BRDF qui permet d'alimenter des outils de simulation et de faire du rendu de capteurs, voilà, comme celle de droite. Et celle de droite, par exemple, elle est jolie, mais quelque part, peut-être que là où c'est éblouissant, les marquages devraient, si le marquage est neuf, finalement, il devrait apparaître en noir, puisque le marquage devrait rétro-réfléchir à la lumière du soleil. Donc là, peut-être qu'on a une piste d'amélioration des images et finalement des outils de simulation. C'est un exemple de non-fidélité photométrique qui peut être amélioré si on dispose finalement des bonnes bases de données. Voilà. Et donc, quelles sont les sorties attendues de ces développements expérimentaux? C'est améliorer les spécifications des capteurs pour les ADAS et le VA afin que les capteurs embarqués s'adaptent mieux aux infrastructures existantes, notamment en présence de marquages vieillissants. Ça va permettre également, puisqu'il y a un regain d'intérêt sur le sujet, finalement d'évaluer des stratégies de maintenance de l'ASH. À court terme, ça peut être d'évaluer des stratégies d'entretien
des marquages vis-à-vis des besoins exprimés par les concepteurs de véhicules automatisés. Et à moyen terme, ça peut être évaluer la mise en place de stratégies de maintenance curative, ciblées, à la condition notable que les véhicules soient connectés et permettent de faire remonter au gestionnaire de façon systématique des non-détections localisées de l'ASH. Donc je vous montre un exemple à droite. Là, vous avez un doctorant de l'Institut Vélécom en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel qui a fait son travail sur des stratégies de maintenance différentes pour la signalisation horizontale et qui a montré qu'à ISO maintenance, on pouvait diminuer largement à ISO coût, on pouvait améliorer les stratégies de maintenance. Voilà, et donc il a eu un prix, ça c'était le 19 janvier dernier. Voilà des exemples d'actions qui sont générées par ces développements expérimentaux. Alors, si finalement on n'est pas capable, si ça ne répond pas aux besoins, il y a d'autres questions de recherche qui se posent. Hein, on a des actions de recherche plus amont qui sont liées cette fois-ci à l'IA et au système embarqué, avec des questions de preuve formelle de la fiabilité des systèmes à base d'IA, incluant les marquages routiers. Ça veut dire quoi? Est-ce que les marquages routiers sont des composants suffisamment fiables pour démontrer des preuves formelles? Et si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver autre chose. Sinon, finalement, c'est une bonne solution et on peut continuer à les utiliser. Une autre façon de sortie de ces travaux plus amont, c'est de pouvoir aller explorer l'intérêt des marquages routiers comme une solution de localisation plus frugale que ce qu'on appelle de la localisation à base de SLAM, très gourmande en coût de stockage ou coût de calcul, et donc qui permettrait de justifier qu'à des endroits où il n'y aurait pas de marquage aujourd'hui, en mettre, finalement, ça coûterait beaucoup moins cher à la fois pour la société que de pas en mettre. Autre enjeu, cette fois-ci d'innovation, c'est d'aller revoir finalement les données qui sont liées au processus d'homologation des produits de signalisation horizontale et finalement développer de nouveaux marquages, de nouveaux procédés de peinture. Autre enjeu que l'on explore, c'est d'aller développer des alternatives au marquage routier en tant que caméra de localisation. Donc ça, des travaux sur des transpondeurs, par exemple, qui ont du mal aujourd'hui à être financés en recherche parce que finalement, on ne voit pas l'intérêt parce que ça coûte plus cher pour le véhicule. Mais on essaie finalement de pousser ces sujets-là au cas où il y en ait besoin. Et enfin, c'est diminuer, optimiser les coûts de maintenance de l'ASH et donc pour cela, travailler sur du développement technologique autour de dispositifs de maintenance automatisés et robotisés. Donc j'en veux pour preuve, vous avez à droite ici le schéma de principe d'un projet européen qui s'appelle Héron, qui va démarrer au mois de juin prochain et qui vise à concevoir des appareils, finalement des drones d'inspection et de réparation automatisés pour les routes, notamment les marquages. Voilà. En termes de conclusion, ce que je voulais dire, c'était, j'essaie de vous, quelque part, synthétiser mes propos simplement, mais les marquages routiers constituent un composant clé de l'infrastructure routière pour le développement du VA, de par ses interactions avec les capteurs embarqués. La conception et les indicateurs de suivi de performance de la signalisation horizontale ne sont pas forcément toujours alignés avec les besoins des véhicules automatisés. À court et moyen terme, la coopération engagée en France entre les acteurs publics-privés doit permettre de faire progresser les performances des systèmes embarqués et potentiellement de fournir des nouveaux outils d'aide à la décision aux gestionnaires routiers. La recherche, de son côté, doit aussi permettre de préciser le rôle de la signalisation routière vis-à-vis de l'établissement de la preuve formelle de sécurité et de la frugalité des systèmes à base d'IA. Plusieurs pistes sont en cours d'exploration par ailleurs pour corriger les failles connues et aujourd'hui admises de la signalisation routière actuelle ou encore aider les gestionnaires à optimiser leurs coûts d'entretien. Je vous remercie et vous aurez mes contacts dans les mails et sinon je suis à votre disposition pour les questions tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas et je pense que cette présentation vous a montré qu'en France, on est plutôt très avancé sur ces réflexions par rapport à la vision mondiale qu'on a pu vous donner tout à l'heure.
Je vous propose d'embrayer, donc je vois qu'il y a des mains levées, mais on les prendra en fin de séance, hein, comme indiqué. Et on note bien l'ordre l'ordre dans lequel les mains ont été levées. Je vais laisser la parole à Marie-Christine Esposito pour un état de l'art français, cette fois sous l'angle de la connectivité. Donc le véhicule connecté non automatisé, mais qui est en train maintenant d'évoluer vers des cas d'usage de connectivité pour le véhicule automatisé. Marie-Christine, floor is yours. Oui. Bonjour à tous, donc Marie-Christine Esposito, donc au ministère, à la DIT, adjointe au chef de bureau exploitation sécurité, et donc je suis plus particulièrement toute la partie gestion trafic et CITS, et voire réservé d'ailleurs. Donc je vais vous parler des projets français de CITS, donc CITS, Coopérative Intelligent Transport System. En gros, c'est les véhicules et l'infrastructure connectée. Alors, je vais vous faire un petit recul en arrière, un retour en arrière par rapport à ce qui vous a été présenté, parce qu'effectivement, les véhicules connectés peuvent être connectés sans être autonomes, comme d'ailleurs les véhicules autonomes peuvent être autonomes jusqu'à certains niveaux sans être connectés. Mais par contre, on est en ce moment sur les véhicules connectés dans une phase plutôt active en termes de préparation du déploiement. Et donc, c'est déjà du concret. Je vais faire un petit feedback en arrière sur ce qui s'est passé en France, notamment lors des 5-6 dernières années en termes de déploiement pilote, pour arriver au stade où on est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que sont les STI coopératifs? Alors, désolé pour ceux qui connaissent très bien le sujet, mais j'espère que du coup, ça servira pour que ceux qui connaissent un peu moins. Donc, ça reste des systèmes de transport intelligents. Donc, ça, j'espère que j'ai pas besoin de rappeler à tout le monde. Donc, c'est bien les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine des transports. Coopératif, c'est l'échange d'informations entre les véhicules et l'infrastructure et entre les véhicules entre eux. Donc, communication V2X, donc le X à infrastructure ou véhicule. Alors là, je vais vous parler plutôt des véhicules connectés pour justement les échanges d'informations qui seraient par exemple nécessaires pour le véhicule autonome, mais on n'est pas sur la connectivité qui serait pour amener du multimédia comme le font les constructeurs automobiles directement. On n'est pas non plus sur l'e-call ou des systèmes d'assurance qui permettent de voir l'utilisation du véhicule. On est vraiment sur la connectivité pour l'exploitation. Alors, il y a plusieurs modes de fonctionnement des STI coopératifs. Vous l'avez entendu lors des présentations d'Éric et de Ménane particulièrement. On a le V2V, donc véhicule à véhicule. Donc là, le principe, c'est que les véhicules ont des capteurs embarqués qui vont recueillir des informations du véhicule, par exemple le fait qu'un airbag se déclenche, on va détecter du coup que comme l'airbag se déclenche, il y a un accident, et donc on va transmettre l'information aux alentours, alors pas qu'aux véhicules en amont d'ailleurs, mais à tout le monde, mais ceux qui vont vraiment utiliser l'information, ça va être les véhicules en amont pour leur sécurité quand il y a un conducteur et pour, si c'est un véhicule autonome, aussi pouvoir réagir dans les temps. On a après le principe de l'infrastructure qui arrive aussi, donc là ça va dans les deux sens. V2I, donc c'est la même chose, donc véhicule à infrastructure, toujours les mêmes capteurs embarqués. Le même message, en fait, il est transmis en broadcast, donc il est transmis aux alentours à tout le monde. Et s'il y a une unité de bord de route dans le coin qui traîne et qui est capable de capter le message, elle va pouvoir le remonter au centre de gestion de trafic du gestionnaire qui derrière pourra alerter les agents d'exploitation pour aller sécuriser l'endroit où il y a l'accident par exemple. Inversement, l'infrastructure peut aussi transmettre l'information donc en I2V au véhicule. Donc véhicule juste connecté, déjà pour la sécurité routière,
des véhicules principalement, mais aussi pour des informations, pour l'information routière plus largement, mais aussi, comme ça vous a été expliqué dans la première présentation, pour le véhicule autonome, pour favoriser le franchissement de certains obstacles qu'il n'est pas capable de gérer uniquement avec ses capteurs embarqués. Alors, les enjeux du déploiement, je vais y rentrer un petit peu plus dans le détail, mais globalement, ça, ce sont les enjeux qui n'ont pas changé depuis le démarrage, en tout cas au moins pour le ministère, depuis le démarrage des projets qui commencent à dater maintenant, donc ça fait depuis 2014. Le premier enjeu du STI coopératif, c'est l'amélioration de la sécurité routière avec le fait justement de pouvoir que ces capteurs embarqués transmettent de l'information sur les accidents, les routes glissantes, et donc vous allez voir la liste des cas d'usage, tout ce que le véhicule est capable de détecter lui-même et qui peut avoir des impacts sur la sécurité routière, ça doit grandement améliorer la sécurité routière. Et puis c'est bien ça qu'on a d'ailleurs montré lors d'un des projets. J'aurai pas le temps de vous montrer tous les résultats des projets, mais si vous êtes intéressé, je vous donnerai le lien du projet où on a justement les résultats de disponibles. Deuxième enjeu, qui est assez crucial pour tout gestionnaire routier, si je ne m'abuse, c'est l'amélioration de la sécurité des agents d'exploitation, qui, lorsqu'ils interviennent sur les routes, sont quand même grandement exposés. Et l'idée, c'est d'alerter les usagers sur leur présence et permettre justement à ce qu'il puisse y avoir une anticipation des usagers dans leur circuit quotidien. Ensuite, le troisième enjeu, c'est l'optimisation de l'information routière. Donc, on va pouvoir, via le développement de nouveaux services, qui est le quatrième enjeu, aussi optimiser l'information routière et s'assurer que les usagers puissent décider de leur choix d'itinéraire ou leur conseiller en termes de gestion de trafic des reroutages pertinents, comme on fait déjà actuellement via les panneaux à messages variables, par exemple, mais qu'on pourrait directement inclure dans le véhicule. Et le dernier enjeu, c'est celui qui va principalement nous concerner aujourd'hui dans ce séminaire, c'est la préparation des véhicules de demain. Vous l'avez compris, il y a besoin de la connectivité pour franchir les niveaux SAE, notamment le niveau 4, pour limiter les reprises en main par le conducteur. Alors, les projets, en résumé, on en est au quatrième projet. Donc, ce sont des projets de déploiement pilote. Donc, on se met dans la vie réelle. Hein. On fait des appels d'offres, on installe des équipements sur le bord des routes, comme on installerait des caméras ou des panneaux à messages variables. Les constructeurs automobiles sont passés par la case mise en usine. Donc, vous allez voir la liste des partenaires. On connecte, en tout cas pour les gestionnaires routiers, on connecte ces objets, donc ces unités de bord de route qui vont permettre d'envoyer l'information, on les connecte au système d'aide à la gestion de trafic qui crée les événements. Et donc ça, c'est depuis le début des projets qu'on fait ça. Donc le premier projet, c'est le projet Scoop, qui a démarré en 2014, qui s'est terminé fin 2019. Alors, à l'époque, on parlait de vagues. Je ne sais pas si c'est le bon terme maintenant avec les vagues Covid, là, mais bon, on a gardé le terme. Donc, la première vague de véhicules, c'était justement ces véhicules qui ont été mis en usine et sur lesquels on s'est vraiment confronté à la vie réelle et qui nous a énormément servi en termes de résultats. Justement, avec tous les obstacles qu'on a rencontrés lors de la réalisation des projets. Et qui maintenant, dans la suite, dans les nouveaux projets, on a quand même une base très très fiable en termes de préparation du déploiement. La deuxième vague, on est parti sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. On est parti sur des prototypes et on a testé aussi l'hybridation. Je vais y revenir. On avait aussi fait des tests croisés avec l'Europe, mais on était un peu les premiers à faire ce type de tests. Ensuite, en 2016, on a lancé deux projets fils du projet Scoop, projet Scoop qui est maintenant Grand-Père.
donc le projet CIROT France et le projet Intercore. On était sur la partie française, projet Intercore et un projet européen, où on a sur ces deux projets regardé des cas d'usage plus urbains, des cas d'usage plus logistiques pour Intercore, et on a aussi, on est allé un peu plus loin sur l'hybridation puisqu'on a carrément développé une application smartphone dont je vais vous parler, qui s'appelle Coupit. On a aussi beaucoup participé à l'harmonisation européenne, puisque on a désormais une harmonisation à l'échelle européenne qui reprend en grande partie toutes les spécifications françaises élaborées dans les différents projets. Et depuis 2019, on a démarré le dernier projet qui est InVid, qui devrait terminer en 2023, où là, justement, on est en phase de un peu industrialisation, participer au vrai déploiement européen, sur tous les cas d'usage qu'on avait développés jusque-là, qui étaient des cas d'usage dits plutôt Day One, donc les cas d'usage un peu plus simples. Mais par contre, on a aussi toute une phase de cas d'usage Day 2, où on sera encore au niveau un peu des prototypes, mais sur les cas d'usage véhicules autonomes, justement. Voilà. Et dans cette phase d'industrialisation, on travaille notamment aussi sur l'amélioration des SI des gestionnaires routiers. Donc là, vous voyez aussi une carte des projets, enfin des déploiements. Donc on couvre déjà une bonne partie de la France. Ce qu'on vise à l'issue du projet InVid, on sera à 4500-5000 km de réseau couvert par des unités de bord de route, sans compter des unités de bord de route qui seraient plutôt mobiles, qui sont aussi en cours de déploiement. Donc dans les partenaires des projets français, donc les projets sont coordonnés par le ministère. Donc Éric Ollinger était le coordinateur il y a encore quelques mois. Il vient d'être remplacé par Christelle Fiorina que j'ai vu dans les participants. Mais on a dans les projets du coup des collectivités locales, aussi bien des départements que des métropoles que des villes. On a des gestionnaires du réseau routier national, donc quasiment toutes les dires dans les projets, mais on a toutes les dires de manière globale dans les CITS, et SANEF, Vinci et APRR. On a des constructeurs automobiles qui ont participé grandement à l'élaboration de toutes les spécifications, comme je vous l'ai dit, des instituts de recherche et universités. Orange a travaillé avec nous aussi sur Scoop pour la partie hybridation. Un spécialiste d'infrastructure à gestion de clés qui est Idenomic. Et pour Intercore, on a travaillé avec des experts logistiques. Et donc maintenant, on s'oriente aussi pour les cas d'usage véhicules autonomes sur la carto. Donc on a des spécialistes carto que sont IGN et TomTom, et des spécialistes un peu plus véhicules autonomes comme Valeo, ou pour les navettes Transdev. Voilà. Ainsi que des spécialistes de communication, parce qu'on examine aussi les différentes technologies qui sont disponibles. Donc, Mesdames, vous parlez tout à l'heure de l'ITS G5, hein, ce n'est pas la seule technologie qui fait de la courte portée. Donc, on examine les possibilités ainsi que le passage à la 5G. Viennent de nous rejoindre récemment, du coup, SNCF, Gendarmerie, la Gendarmerie nationale, Atland et Geosat, donc qui ont fait des accords de collaboration avec le projet InVid. Et donc tout ce qui est en orange, hein, c'est ce qui est les partenaires qui sont nouveaux par rapport à InVid, par rapport aux anciens projets. Voilà. On coordonne tous les projets de manière globale pour avoir une harmonisation à l'échelle française complète, puisqu'on est bien sur des projets de déploiement pilote qui tendent vers un vrai déploiement. D'un point de vue architecture, donc là ça paraît peut-être un peu complexe, un peu plus complexe que ce que vous avez présenté Mesdames tout à l'heure, mais on est bien dans la mise en œuvre opérationnelle. Donc ce qui a été fait sur Scoop Baguin, c'est juste cette partie-là, hein, donc avec le SAG, donc désolé c'est en anglais derrière, le SAGT du gestionnaire routier qui est là, qui transmet à une plateforme qui est une sorte de passerelle, hein, entre le SAGT et les unités de bord de route, qui elles vont émettre les messages, donc pour le gestionnaire routier, les messages aux véhicules usagers. On a aussi un véhicule gestionnaire routier qui lui aussi va créer des messages à destination d'usagers. Je vais vous montrer les cas d'usage. Donc on était sur une architecture
ITS G5 exclusivement sur le projet Scoop Vague 1. Dans le Scoop Vague 2, on a rajouté l'hybridation, donc on est parti sur hybrider avec du cellulaire, donc 3G, 4G, potentiellement 5G derrière, hein, puisqu'on est un peu agnostique de la technologie par rapport à ça. On utilise les supports, on a tout développé de point de vue applicatif et derrière on utilisera les supports existants. Donc c'est le même principe, le SAGT va envoyer, comme il envoie aux UBR, aux unités de bord de route, il va envoyer ce qu'on appelle un nœud national, qui est finalement un nœud qui va permettre de rediriger vers tous les acteurs qui veulent recevoir le message. Et donc, comme on le voit, l'origine est exactement la même. Le message à la fin, comme le disait Ménam, mais je vais un peu corriger par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le véhicule, finalement, il aura exactement le même message. Donc, de base, il va rejeter le duplicata parce qu'il n'aura finalement pas trop de traitement à faire. Il verra que l'identifiant est le même. Et donc, normalement, le message, peu importe où il arrive, on est vraiment agnostique de la techno. Voilà. Donc, une architecture hybride. Sur Intercore, là, on a regardé un peu le côté des cas d'usage logistiques, avec regarder comment rapprocher des terminaux portuaires avec des transporteurs. Donc, avec, pareil, infrastructure avec poids lourd, là, c'était, ou le transporteur qui aurait sa plateforme intermédiaire, qui aussi peuvent communiquer via le même nœud national. On avait aussi commencé à tester de manière détaillée l'interopérabilité cellulaire avec les étrangers, qui a été reprise en grande partie dans l'harmonisation européenne par la suite. Ensuite, sur Cirrus France, donc qui est toujours en cours, hein, qui se termine à la fin de cette année. On a dû demander une extension pour Covid. Donc, comme je vous le disais, on a déployé Coupit, qui est une application smartphone qui est ici, hein, qui finalement va recevoir les mêmes informations qui sont transmises via les unités de bord de route, qui sont transmises aux véhicules connectés hybridés, et elle va recevoir aussi l'information et qui est affichée au smartphone. Donc cette application, il suffit qu'un gestionnaire routier, comme on le voit, hein, se connecte au nœud national pour qu'on puisse rediriger l'information à l'application smartphone, sachant qu'effectivement il faut développer des messages CITS pour lesquels on a une liste de spécifications plutôt bien calées maintenant au niveau français. On a ajouté des gestionnaires urbains également pour faire les cas d'usage urbains. Donc on voit là aussi avec les flots connectés, hein, qui sont reliés aussi au nœud national et qui redirigent l'information sur l'application smartphone sur les véhicules connectés, qui envoient aussi via des UBR aux véhicules classiques. On a la SNCF qui a développé des cas d'usage passage à niveau, et on est aussi en train de travailler sur une balise piéton qui permet d'alimenter d'aller plus loin dans la sécurité des agents d'exploitation. Pour l'instant, on a travaillé là-dessus, mais on a aussi des cas d'usage piéton dans une ville un peu plus poussée en urbain. Mais là, ça permet d'alerter sur la présence des agents qui seraient peut-être un peu plus loin de leur véhicule pour leur sécurité. Et donc, le dernier projet, c'est bien une guide avec, là, on va travailler sur des cas d'usage, enfin, on va travailler sur potentiellement rajouter une station qui serait plutôt un bus, donc un bus connecté, pas forcément autonome d'ailleurs, hein, pas forcément une navette autonome, donc on a bien ça en tête. On a la gendarmerie nationale qui nous a rejoint pour aussi développer ces cas d'usage et la spécification d'une UEV. Et on a évidemment les cas d'usage véhicules autonomes. Bon, j'ai passé un peu de temps sur cette diapo, mais elle est quand même assez importante pour que vous voyez la vision globale de ce qu'on fait sur les CITS. Je voulais vous montrer rapidement un peu du concret hein, dans Scoop. Les véhicules connectés qu'on a développés, hein, ils avaient tout intégré dans l'IHM intégré du véhicule. Donc là, je crois que c'était l'IHM du véhicule Renault. Hein, donc on voit, ça c'est des messages qui étaient envoyés par une unité de bord de route, par un gestionnaire routier. Voilà, donc les véhicules prototypes sont là. Et donc les constructeurs et dans les projets, on a travaillé sur les générations automatiques des messages dont je vous parlais tout à l'heure, les développements des IHM, comment on affiche les alertes,
les constructeurs ont utilisé leur processus industriel, hein, comme je vous ai dit, on est passé en usine, des processus de montage, et on avait testé la vente enfin pas testé, on avait réalisé la vente, alors PSA à des particuliers et Renault à des flottes d'entreprises. Je voulais vous faire un petit focus aussi sur l'appli Coupits, qui vient d'être déployée sur Bordeaux, alors uniquement sur Bordeaux, je tiens à préciser, parce qu'on l'expérimente dans une première phase, et uniquement sur Android aussi pour l'instant. Donc c'est une application qu'on recommande d'utiliser sur un navigateur existant et qui va se superposer au navigateur existant. Donc vous utilisez votre navigateur existant et par-dessus on va afficher des informations d'alerte, donc les événements, des panneaux à messages variables, des parkings, donc la disponibilité de nombre de places, la vitesse optimale pour arriver au feu vert, donc avec le cas d'usage Glosa pour ceux qui le connaissent, et on a aussi les cas d'usage voies réservées qu'on a développés, et puis vous allez voir la liste des cas d'usage, en fait tout est couvert par l'application smartphone, sous réserve que l'information soit transmise par le gestionnaire routier. Donc là j'en profite pour faire un petit appel au peuple, hein, s'il y a des collectivités qui sont intéressées pour se raccorder au nœud national pour alimenter Coupits, hein, on attend d'avoir suffisamment de gestionnaires pour faire un déploiement national. Là, actuellement, on a les informations venant de la métropole de Bordeaux et de la DIR Atlantique. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur la métropole de Bordeaux. Je vais finir par les cas d'usage, le catalogue des cas d'usage français. Je vois que je suis un peu en retard. Donc là, ce sont toutes les catégories de services qu'on a traitées. Dans un premier temps, on avait créé un catalogue donc, qui est disponible sur le site internet du projet Scoop, qui est basé sur un template qui a été repris, qui a servi de base pour l'harmonisation européenne. Donc d'abord, on fait une description du cas d'usage, très générique, et puis un peu plus dans le détail avec comment on les transmet, quels sont les acteurs, quels sont les scénarios, comment ça se mettrait dans l'architecture, quels sont les principes d'alerte, et derrière, quelles sont les sources et quelles sont les contraintes. Quelque chose d'assez générique, mais pour se cadrer sur la description fonctionnelle. Donc ça, c'est tout le catalogue qu'on a. Donc vous voyez, il y a énormément de cas d'usage qui ont été spécifiés fonctionnellement. On les a pas tous spécifiés et développés techniquement. Ils nous ont servi derrière à faire le choix des cas d'usage, mais on avait besoin de les écrire noir sur blanc fonctionnellement pour voir ce qui finalement intéressait les uns et les autres dans le cadre des projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, le catalogue est disponible sur le site internet, comme je vous le mentionne. Sur les cas d'usage, donc le projet Scoop, on était déjà très ambitieux. On avait des cas d'usage de collecte de données, cas d'usage d'alerte chantier, donc chantier programmé, des cas d'usage du véhicule gestionnaire qui va pouvoir dire je suis en intervention, je suis en patrouille, je signale une queue de bouchon ou je suis en train de saler, etc. Donc c'est les cas d'usage chantier. Les cas d'usage, donc PME embarqué, tout ce qui est événement inopiné et dangereux, donc les cas d'usage dont je vous parlais, ceux-là sont pour la plupart réalisés aussi par les véhicules usagés automatiquement, mais aussi envoyés par l'infrastructure. Par l'infrastructure, on a aussi les parkings qui ont été faits, donc tout ça dans le cadre de Scoop. Je vais assez vite, hein, excusez-moi, je suis un peu en retard. Sur Sea Road France, donc on est allé un peu plus loin. Donc on a continué sur les événements inopinés et dangereux. On est allé plus loin parce qu'on envoie la vitesse limite dynamique dans le véhicule. On a le bouchon qu'on a un peu mieux traité. Le Glosa, donc qui est pour déterminer ce qui sont les feux connectés, hein, finalement, pour déterminer la vitesse optimale pour avoir le feu vert. Les voies réservées dont je vous parlais, la balise piéton et les cas d'usage passage à niveau avec la SNCF. Sur Intercore, donc on retrouve les cas d'usage fret et logistique. On est allé plus loin sur la gestion de trafic avec les interdictions statiques et dynamiques de circulation à certains véhicules. Interdiction de dépasser pour les poids lourds plus particulièrement aussi. Les autres, on en a parlé. Et sur Indeed, donc là, c'est encore à confirmer, on est encore en train d'y travailler. Donc là, on est allé encore plus loin. Voilà toute la liste qu'on vient de définir. En italique, ce sont ceux qui ne sont pas définitivement confirmés. Ça dépendra
de la ressource disponible et aussi de la faisabilité finalement lorsqu'on va prévoir d'écrire les spécifications techniques. Donc on voit qu'on a toujours des cas d'usage chantier, on a finalement repris toutes les catégories, on va plus loin à chaque fois et on a notamment des cas d'usage, on va aller plus loin sur l'infrastructure connectée avec le fait de gérer un peu de perception augmentée, la cartographie HD, on a aussi le véhicule autonome avec l'alerte chantier pour le véhicule autonome et les piétons qu'on va aussi traiter, le respect de la loi et la gestion aussi des péages avec le paiement et le franchissement des péages. Voilà, je voulais juste rentrer un peu dans le détail, mais je vais pas avoir le temps, donc je voulais souligner quand même juste le service de cartographie HD qui devrait être validé sous peu. Où là, donc là c'est la description. Donc désolé c'est en anglais, mais c'est la description fonctionnelle. Qui est le principe, c'est d'envoyer au véhicule et donc plus particulièrement au véhicule autonome la description du rond-point, du péage ou du chantier justement quand c'est un chantier long, pour que ça puisse être compris en termes d'anticipation, notamment pour le véhicule autonome. L'alerte chantier pour les véhicules autonomes, c'est pareil, on a décrit la description fonctionnelle, je vous laisserai regarder les slides si ça vous intéresse. Et pour le côté péage, donc là on a aussi de la même façon, on envoie un message pour dire voilà ce qui est disponible en termes de voies à péage, lesquelles utiliser. Et derrière, ça fait référence à la cartographie pour dire telle voie, voilà comment l'atteindre. Donc, c'est les waypoints dont parlait Eric tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est pour nous, d'un point de vue connectivité, d'ici quelques mois, on sera prêt à faire ces cas d'usage-là en déploiement. Là, je vous montre un exemple. Hein. On est encore en train de le valider, mais c'est pour vous montrer au stade auquel on est. Donc, on est vraiment en train de définir le message qui est envoyé pour ce cas d'usage-là et comment on le construit et comment il devra être développé. Et pour finir, donc l'harmonisation européenne. Donc tout ça, en fait, tout ce que je vous ai présenté, on a tout poussé au niveau européen avec via la plateforme CIROD qui réunit 18 États membres donc de l'Union, y compris certains qui ne sont plus dans l'Union parce que le Royaume-Uni est dedans. Avec justement en 2020, on avait estimé à 6 000 km couverts en ITSG5 et 100 000 en cellulaire. Il y a une carto d'ailleurs qui montre tout le déploiement des UBR, est disponible sur le site internet ici, qui a pour objectif d'harmoniser les spécifications et donc de préparer le déploiement. Donc là, on est déjà à un stade où on a des spécifications carrées ou quasi en termes de déploiement. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on travaille avec le Car2Car, donc le consortium des constructeurs automobiles sur les véhicules connectés, et puis d'autres projets, notamment celui sur le DATEX qui est particulièrement concerné. Et puis, bon, je voulais vous mentionner aussi que la France est quand même bien en pointe sur ce sujet-là, puisqu'on préside la plateforme. Donc, c'était Eric qui le présidait, donc Christelle qui le préside depuis janvier. Et puis moi-même, je pilote le groupe technique qui produit les spécifications harmonisées, et ce qui fait que les spécifications françaises sont dans la majorité des cas celles qui aboutissent à l'harmonisation. Du coup, on est effectivement un des premiers pays qui allons mettre en production réelle, c'est prévu cette année, les CITS. Voilà, avec les sites internet. Désolée, j'ai été un peu plus long que prévu, Eric. Merci Marie-Christine. Effectivement, on est maintenant bien en retard, mais on prendra quand même le temps en fin de séance, quitte à déborder, de répondre à quelques questions. Donc, je laisse la parole pour la dernière présentation à Ludovic Simon. Donc, c'est une présentation en deux temps. D'une part, le projet SAM, qui est le projet phare en cours en France sur le véhicule automatisé avec des expérimentations partout en France, et donc on va le voir sous son angle infrastructure. Et d'autre part, les commissions de normalisation qui sont en train de se construire autour de la normalisation de l'interface infrastructure véhicule automatisé. Ludovic.
merci Eric. Bon, je vais essayer de rattraper peut-être un petit peu de temps et de pas éterniser dessus. En premier, je vais vous présenter le projet SAM, puis effectivement la normalisation. Donc SAM pour sécurité, acceptabilité de la mobilité autonome. C'est un projet, donc on l'a lancé mi-2019, 13 expérimentations au total, une centaine de véhicules, 500 000 utilisateurs visés à terme, pour pouvoir démontrer la sécurité et les évaluations d'impact de la mobilité autonome. On regroupe 19 acteurs de l'industrie automobile et des transports et des instituts. Donc, vous avez les instituts, les labos, côté recherche à droite, les industriels à gauche, et le projet est coordonné par la plateforme filière automobile et mobilité. Donc un projet qui était pour une durée initiale de 42 mois. On va prolonger un petit peu le projet en 2023. Bien sûr, le Covid a eu aussi des effets sur les expérimentations et donc sur les besoins pour les évaluations. On adresse des cas d'usage de conduite automatisée, de valet parking, de VTC, des services de mobilité, du transport public et de livraison au dernier kilomètre. Donc, ça nous donne 13 expérimentations qui sont réparties sur toute la France. Un noyau central un peu sur la région Île-de-France, où vous avez les cas d'usage de voitures particuliers, de véhicules particuliers autonomes, et les systèmes autonomes de transport collectif et partagé que vous avez en vert sont un petit peu répartis sur le territoire, et un cas d'usage particulier sur les systèmes autonomes de transport de marchandises, donc des droïdes au niveau de Montpellier. Dans SAM, le but, c'est de construire un bien commun aussi, et d'apporter donc ce bien commun après au niveau des politiques publiques pour définir ces politiques. Donc, on a, au-delà des expérimentations, toute une évaluation de ces expérimentations. Des évaluations qui se font sur divers critères, donc sur les domaines opérationnels, les ODD qui vous ont été présentés tout à l'heure, sur l'acceptabilité de l'usage des véhicules automatisés, sur le comportement des usagers et l'impact sur la sécurité routière, l'impact sur la mobilité et flux de trafic, donc impact du véhicule automatisé sur les flux de trafic eux-mêmes, mais aussi des autres acteurs sur le véhicule en lui-même dans sa manière de pouvoir circuler. Les impacts environnementaux et l'analyse dans le cycle de vie, les impacts socio-économiques, et tout cela, après, on fait une synthèse dans une base de retour qui est partagée des expérimentations pour alimenter donc le bien commun et donc toute la connaissance générale. En dehors de ce lot d'évaluation, on a aussi un lot spécifique à la démonstration de la sécurité, dans lequel on fait les méthodologies, la simulation et les tests physiques, donc un lot plutôt avec systémique pour le coup. Et donc au niveau des tests physiques, je suis responsable de tout ce qui est la partie test sur piste et parcours de référence. Et c'est ici que l'on va retrouver les points que l'on a déjà vus avant, puisque le but, c'est de construire un catalogue de tests physiques opérationnels qui soient pertinents pour démontrer la sécurité. Et dans la démonstration de la sécurité, on prend la base de catalogue de scénarios que l'on identifie sur l'aspect sécurité, mais aussi sur les travaux réglementaires et les projets et les aspects normatifs qui sont en cours. Donc, le but, c'est d'établir des protocoles de test, de faire des essais en réel, en environnement contrôlé, donc sur des pistes, mais également sur des routes ouvertes, tout en suivant bien sûr les activités similaires qui se font à l'international, de faire le lien avec la normalisation. Et donc là, on vise plutôt les véhicules automatisés de niveau 3 et 4, ainsi que les systèmes de transport public autonome. Donc, on a séparé le travail en 3 sous-tâches dont certains éléments vous ont été présentés avant. Ce sont des sous-tâches essentielles pour pouvoir faire circuler les véhicules automatisés en toute sécurité. Donc, la cartographie de référence, la signalisation horizontale et la connectivité. Au niveau de la cartographie de référence, le but, c'est d'avoir une production d'une cartographie de référence d'infrastructure. Donc là, c'est l'IGN qui est à la manœuvre. Le principe est de pouvoir faire une acquisition qui soit du coup normée et standardisée. Donc là, pouvoir assurer du coup que on ait la même manière de faire partout, avec une qualité qui soit d'une précision très bonne, qualité décimétrique, avoir un système de référence absolue pour assurer une interopérabilité et de définir donc une base de socle d'AMR donc pour sécuriser le positionnement.
Ça, c'est une méthode traditionnelle, donc de faire passer un véhicule qui va faire une inspection et une cartographie de toute la route, et donc d'utiliser cette base. Le problème, c'est que du coup, la base, il faut refaire passer ce véhicule assez régulièrement pour pouvoir avoir la mise à jour de la base, et c'est plutôt coûteux. Donc, avec VDCOM, on a l'introduction innovante d'un concept de cartographie collaborative, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le véhicule autonome lui-même roule avec ses capteurs, il va détecter des nouvelles choses sur la route, et il va se dire bah, tiens, là, j'ai peut-être un amer qui est présent, puisque je suis passé plusieurs fois, j'ai un invariant, et donc il le met dans une base de nouveaux candidats, de nouveaux amers candidats. Et avec les autres véhicules qui passent, on va valider que c'est un amer qui est présent, et on va aussi pouvoir déterminer que quelque chose qui était présent sur l'infrastructure, par exemple un poteau, n'est plus présent, et donc il ne fait plus partie de la base d'amer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des passages de véhicules, on va gagner en précision, on va gagner en densité d'amer, et on va rester sur des coûts totalement stables, puisqu'on n'aura pas de véhicules d'inspection qui vont passer. C'est les véhicules eux-mêmes qui font le boulot. Et bien sûr, derrière, il faut pouvoir, vu qu'on a des cartographies différentes qui sont en train de se créer, il faut pouvoir évaluer la performance des cartographies. Donc, on a une partie de la tâche qui est sur l'analyse et la qualification des remontées d'informations, et de pouvoir créer une méthodologie d'évaluation des mises à jour de cartographie et d'utilisation de la cartographie pour des cas d'usage. Au niveau signalisation horizontale, le but, c'est de pouvoir avoir à terme une méthodologie d'évaluation de la performance du couple signalisation horizontale et système capteur du véhicule automatisé. Donc là, basé sur le marquage, de trouver les grandeurs définies, les grandeurs physiques et le protocole de mesure associé dans des situations de référence. Donc, on a parlé effectivement du contraste qui est très important. Il y a aussi les aspects de texture, de bande de la chaussée. Donc, on a la réflexion sur une mire de signalisation horizontale qui serait donc sur une piste fermée là pour le coup, qu'on puisse contrôler intégralement la pose de différents marquages de différentes natures sur des supports différents. Donc sur des parties bitumineuses, donc qui nous permet d'avoir un marquage un support assez foncé, avec une zone hydrodécapée pour l'avoir en un petit peu plus clair, et sur aussi un support en béton brut, une chaussée béton, pour avoir donc un support plutôt clair, et donc assurer tout un panel de contrastes de marquages différents. Donc, on appliquera ce protocole sur une zone d'expérimentation de référence sur piste, et on fera passer dessus des véhicules que l'on dit de vérité de terrain, donc des véhicules qu'il y a chez VDCOM, par exemple, Chapeau Magic et Move, qui sont des véhicules automatisés pour Move, Ecodine 3, Cyclope et Aigle 3D, qui sont des matériels à haut rendement qu'on utilise au CEREMA pour l'inspection routière. Et donc, on pourra faire passer sur la piste ces véhicules dans des situations critiques différentes, et donc différents types de conditions météorologiques, et aussi avoir des portions avec du marquage dégradé, donc pour pouvoir faire des tests en cas d'absence de marquage, quel sera le comportement du véhicule autonome en face, puisqu'on aura bien des véhicules aussi constructeurs qui vont passer en même temps. Et donc, avec les véhicules de vérité terrain, on pourra avoir du coup les niveaux de référence qui seront utiles pour le véhicule automatisé. Au-delà de ça, on va faire aussi des mesures en laboratoire, donc sur des modèles physiquement réalistes et des conditions photométriquement contrôlées, donc notamment avec, comme vous l'avez ici en bas à droite, la plateforme Pavin brouillard-pluie à Clermont-Ferrand, donc qui permet de recréer des conditions météorologiques dégradées. Et donc, on va pouvoir aussi adresser des essais simulés pour pouvoir rejouer ces situations critiques que l'on rencontre régulièrement sur les réseaux routiers. Au niveau connectivité, l'objectif, c'est de voir l'apport de la connectivité dans des cas d'usage spécifiques, donc de déterminer ses besoins de connectivité pour chaque cas d'usage pour le véhicule automatisé.
bien sûr d'être en conformité dans les développements aux stations CITS, comme l'a présenté Marie-Christine, donc avec les spécifications donc de Scoop, C-Roads, mais également dans celles à venir, les spécifications donc d'Indeed et des spécifications comme PAC-V2X sur la perception augmentée. On veut pouvoir donc à terme faire des expérimentations et des essais qui permettront d'analyser, de qualifier le comportement du véhicule en réponse aux messages reçus par la connectivité. Et bien sûr, donc on fait le lien dans ces travaux-là avec la normalisation sur le sujet et les groupes d'homologation du véhicule autonome. Et donc justement, donc en normalisation, il y a quelques groupes qui gravitent autour du véhicule autonome, un peu moins autour de l'infrastructure pour le véhicule autonome, et donc je vais vous les présenter. Alors, vous savez peut-être pas tous, il y a 3 grands niveaux d'organismes de normalisation. Le niveau international, où on retrouvera l'ISO, assez connu, donc l'Organisation internationale de normalisation, mais il n'y a pas que l'ISO en tant qu'organisme, il y a aussi des commissions, comme par exemple la Commission électronique internationale ou des rassemblements comme l'Union internationale de télécommunications. Au niveau européen, donc, on va trouver le Comité européen de normalisation, qui va être le pendant de l'ISO, mais également des comités, comme le Comité européen de normalisation pour l'électronique, ou des regroupements comme l'ETSI, donc l'Institut européen des normes de télécommunications. L'ETSI étant très actif aussi niveau système coopératif. Et donc en France, on assure le suivi de ces commissions par des organismes nationaux, quelques unions aussi, comme l'Union technique de l'électricité, et assez connue, l'Association française de normalisation AFNOR, qui a des bureaux de normalisation, et donc des bureaux AFNOR ou des bureaux délégués, comme par exemple le BNTERA, qui est un bureau délégué de l'AFNOR pour s'occuper du domaine des ITS. Sur la normalisation des véhicules autonomes en eux-mêmes, au niveau ISO, c'est le TC22 qui va s'occuper de la partie véhicule en lui-même, mais il y a aussi une partie qui se fait au niveau de l'ISO TC204 qui traite, eux, des systèmes de transport intelligent, et notamment un groupe de travail sur les spécifiques aux ADAS, donc qui réfléchit à pas mal d'informations. Tout à l'heure, on parlait de convois de camions, truck platooning. Le truck platooning est en train de se normer dans le WG14 au niveau de l'ISO TC204. Bien sûr, dans ce groupe, on fait le lien avec les problématiques d'intégration des mobilités, les problématiques de systèmes coopératifs et autres problématiques. Il y a un lien qui évolue aussi, bien sûr, avec le monde du véhicule, donc avec le TC22 et ST31. Au niveau européen, on va avoir l'ETSI TCITS qui va normer, le TC301 sur les véhicules routiers, donc pendant du TC22, bien sûr, qui suit ces travaux-là. Et au niveau du TC278 sur les systèmes de transport intelligent, il n'y a pas de WG spécifique aux ADAS et aux véhicules automatisés. Il y a juste ceux qui concernent les systèmes coopératifs et l'intégration des mobilités urbaines. Donc, par contre, on a un avantage au niveau européen qu'il n'y a pas au niveau ISO, c'est que l'on a un TC 226 sur les équipements de la route, et dans ce TC, on a décidé donc de créer un groupe qui travaille sur l'interaction des infrastructures routières avec les véhicules autonomes et les ADAS, donc le WG12, et on a identifié bien sûr de faire des liens avec les autres groupes ISO et SEN qui sont cités ci-dessus. Forcément, au niveau français, on travaille aussi dessus. Donc, au niveau du groupe de coordination sur les ITS, on a la CNADAS qui est le comité miroir du WG14 dont je vous ai parlé précédemment. On fait des liens du coup avec le bureau de normalisation automobile et le bureau de normalisation ferroviaire. La CNADAS est même maintenant hébergée par le BNA. Il y a aussi le groupe de coordination sur les équipements de la route. Et donc, avec son groupe ad hoc au niveau français, et ce groupe ad hoc, on a bien sûr après créé une CN IRMA
dont je vais vous parler, pour pouvoir suivre les travaux du WG12. L'avantage, c'est que du coup, depuis quelques temps déjà, on fait le lien entre le monde des équipements de la route et le monde des ITS au niveau français, et c'est de là qu'est venue même la genèse de la création de tout ce mouvement. Donc, pourquoi c'est IRMA? Parce que IRMA, pour l'interaction des infrastructures routières avec les mobilités automatisées, les véhicules automatisés et les ADAS. Et le but, c'est de voir le futur des équipements de la route, d'où IRMA. Donc, cette CN, en fait, elle a mis un peu de temps pour se créer. Depuis 2015, on avait le plan de Nouvelle-France industrielle avec un groupe spécifique pour le véhicule autonome, quelques sous-groupes aussi qui traitaient de la connectivité, des cas d'usage, de la cartographie, de la signalisation. Et on avait conclu déjà à l'époque qu'il y avait un besoin de travail sur les normes des équipements pour pouvoir concourir aux véhicules automatisés. En parallèle, il y a eu le début des fameux regards croisés autour du véhicule autonome et connecté et de la route, donc le congrès SIA URF-UTP. Et pour 2018-2022, il y a eu la définition du contrat stratégique filière automobile, donc ayant pour but de créer l'écosystème du véhicule autonome et d'expérimenter à grande échelle. En parallèle, en 2017, au niveau du TC226 sur les équipements de la route, il y a eu cette réflexion sur le futur des équipements de la route pour le véhicule. Donc, la France, les acteurs du plan Nouvelle-France industrielle, plan France Véhicule Autonome par la suite, a porté la réflexion de créer un groupe dédié et par la suite a demandé la création de ce fameux WG12 à part entière pour traiter le sujet. Donc un WG12 qui a plutôt à vocation d'être dans la réflexion, dans le rapport technique des recommandations plutôt que de créer du normatif. Et donc, il a été créé par la suite en 2018 avec un lead français qui a été pris. En 2018, au moment de la création aussi, on passe du plan Nouvelle-France industrielle au programme France Véhicule Autonome. Donc là, du coup, on est plutôt sur construire le cadre d'ici 2020 à 2022 de la circulation en France de ces véhicules. Et il y a eu des groupes techniques, un suivi et un besoin de suivi du normatif. Avec l'émergence d'un appel à projet EVRA qui a conduit à avoir le consortium SAM, également le consortium ENA d'ailleurs, ensuite de cet appel à projet. Par rapport à ce TC226 WG12 qui s'est créé en 2018, forcément, on a besoin de le suivre au plan national en France. Donc, quand c'est comme ça, on a deux options, soit rattaché à une commission de normalisation existante, donc du groupe des équipements de la route, ou créer une nouvelle commission. Donc, on a décidé de créer une nouvelle commission à part entière, ce qui permettait beaucoup plus de largesse pour pouvoir faire venir tous les différents acteurs qui sont en lien avec les infrastructures, la route et les véhicules automatisés. Donc, au niveau du WG12 et dans les objectifs communs, c'est également pour cette CNIRMA, c'est de pouvoir comprendre vraiment les interactions possibles que l'on a entre toutes les infrastructures routières et les véhicules automatisés. On prend en compte l'ensemble des véhicules automatisés, hein, comme on vous a présenté, du niveau 1 à 5. On cherche à assurer au niveau que ce soit au niveau des infrastructures routières, des équipements, des véhicules automatisés, d'assurer une cohérence des normes entre ces mondes et de pouvoir établir du coup une vision commune entre les différents acteurs, donc les équipementiers de la route, les constructeurs de véhicules, les autorités, les gestionnaires de la route, ainsi que les cartographes. Donc là, le but, c'est vraiment de réunir tout le monde. Et donc, du coup, de pouvoir contribuer à ce développement progressif de ce système de transport intelligent qui sont les véhicules automatisés. Donc, au niveau français, ça nous permet de pouvoir aussi penser dès maintenant les équipements de la route de demain. Le WG12, comme je l'ai dit, il n'a pas de vocation à développer de nouvelles normes à court, moyen et long terme. C'est vraiment de travailler en coopération au niveau européen avec les industriels et les autorités et les gestionnaires, et donc d'avoir aussi au niveau européen cette vision commune et donc d'identifier des scénarios de déploiement prioritaires et de besoins relatifs aux équipements. Donc pour cela, du coup, on va analyser les normes existantes, les normes en cours de développement et identifier les éventuels recouvrements et les gaps. Et on pourra dire aux autres groupes
de travail du TC 226, par exemple la commission de normalisation sur la signalisation horizontale, il faut orienter, c'est pas un problème de produit, voilà, où il faut les niveaux de contraste qui sont nécessaires, etc. Ça, on l'aura grâce au travail de ce groupe-là. Donc, qui est constitué dans ce working group de 4 sous-groupes. Un sous-groupe justement qui est là pour comprendre les capteurs du véhicule, donc capteurs embarqués, mais également en interaction avec les marquages routiers, mais également la connectivité. Un groupe sur la synthèse des projets. Donc là, le but, c'est d'avoir vraiment une vue générale des recherches et des projets pilotes qui sont en cours au niveau européen. Un groupe sur les cas d'usage prioritaires, donc par exemple les zones de travaux, les passages de péage. Et donc, en face de ces cas d'usage prioritaires, d'identifier les moyens à impliquer pour les résoudre, qui peuvent être de la connectivité, de la cartographie, etc. Donc, je suis responsable de ce sous-groupe et un sous-groupe spécifique sur les bases de données routières et les protocoles, donc pour ne pas dire la cartographie à haute définition et une base européenne des infrastructures pour pouvoir assurer l'interopérabilité. Donc, le lead est aussi au niveau français, donc Jean-Laurent Franchineau de chez VDCom sur ce sous-groupe. Donc, au niveau de la CN-IRMA, nous, le but, c'est de pouvoir suivre tous ces travaux qui sont opérés au niveau du WG12, d'y participer activement et d'apporter la vision française. À savoir aussi, c'est que sont rattachés à cette CN-IRMA pas seulement le WG12, mais aussi les travaux d'un WG7 du 278 et du WG3 du 204. Donc, ce sont les deux groupes de travail qui sont sur les bases de données et la cartographie. Le but niveau français, c'est d'assurer vraiment une liaison et une cohérence de l'écosystème français, donc en interne au groupe de coordination sur les équipements de la route, bien sûr, mais aussi en externe, avec le groupe de coordination sur les ITS, avec le BNA, avec les autres du BNTRA, aussi en allant plus loin en externe de l'AFNOR, en externe avec l'AFNOR, donc la commission de normalisation sur les villes, territoires durables et intelligents, la commission de normalisation sur les informations géographiques et le bureau de normalisation ferroviaire. On a aussi des liens qui sont prévus avec les projets nationaux et bien sûr de rester en lien avec les réflexions et stratégies nationales qui sont en cours au niveau français. Donc, un appel à experts s'est terminé fin novembre sur cette CN-IRMA. On a eu beaucoup d'experts qui se sont identifiés, qui sont moteurs pour participer. Et donc, on a pu passer l'autorisation de création auprès du COS construction et urbanisme, puisque ce n'est pas le COS transport là. Et une première réunion est à venir donc courant février 2021 pour définir l'organisation de la CN. Donc, vous l'aurez compris, je suis en précurseur de cette CN. Donc, l'organisation pressentie, c'est d'avoir des réunions plénières plutôt que trimestrielles sur le départ, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire en ce moment, qui permettra d'avoir un reporting d'avancement des sous-groupes, donc de constituer le travail de cette CN en 4 sous-groupes comme les sous-groupes européens, de pouvoir valider aussi les positions sur les votes en cours, parce qu'actuellement, il y a déjà des rapports techniques qui sont en train d'émerger, notamment sur l'architecture autour du véhicule automatisé et des besoins pour l'infrastructure, d'avancer donc les travaux normatifs et d'identifier les experts que l'on implique dans les travaux européens et de faire la liaison donc avec les autres commissions de normalisation ou la stratégie nationale du véhicule autonome. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir aussi des sessions de travail de chacun des groupes thématiques, que chaque groupe puisse vivre et d'avoir un cadre de travail harmonisé pour tous. Donc, on reprendra bien sûr un groupe sur les capteurs et la connectivité qui aura aussi pour vocation à faire le lien avec les projets français pour inclure justement leur retour d'expérience dans les rapports techniques au niveau de WG12, de contribuer aussi à la synthèse des projets pour qu'on ne nous oublie pas forcément dans cette synthèse européenne, de contribuer fortement aussi au cas d'usage prioritaire et donc de bien faire le lien avec nos projets
qui développent des spécifications, notamment sur ces cas d'usage. Et donc, vu que là, au niveau français, on a quand même une avancée aussi sur la production des bases de données cartographiques, de continuer cet avancement et donc de bien, même au niveau français, développer les rapports techniques au niveau français pour les amener au niveau européen. Je vous remercie. Et puis, donc, je pense qu'on va quand même prendre quelques instants, Eric, pour répondre aux questions. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on a atteint les 2 heures, mais on va prendre du temps pour répondre aux questions. Je crois que on va laisser Ménam animer la séance de questions. Yes, sir. Alors, juste très rapidement, donc dans la mesure où on est très nombreux ce soir, on a été obligé de mettre en place des mesures particulières pour la gestion des micros et donc dans la phase Q&A. Alors, ceux qui souhaitent poser des questions, je vous invite à lever la main dans un premier temps via l'item en bas à droite qui s'appelle Réaction. Donc, si vous cliquez sur cet item, vous aurez la possibilité de lever la main. Et nous, on essaye, donc autant que faire se peut, d'enregistrer l'ordre des mains levées et on vous autorisera à activer votre micro pour poser votre question. Donc, je vois qu'il y a monsieur Jean-Pierre Magro, je crois que c'est le premier. Donc, je vais l'autoriser à poser sa question, si tout se passe bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y, Bien. monsieur Magro. D'accord. Premièrement, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la clarté et la dose d'informations qu'ils nous ont dispensées. Donc, je les remercie. Ma première question, elle est concernant la présentation de monsieur Brotteau. Il a parlé au niveau de l'infrastructure physique, des problèmes notamment en vertical, sur l'harmonisation internationale. Et quand il a parlé des marquages au sol, il n'a pas parlé de problème d'harmonisation. Donc, c'est ma question, est-ce qu'on a réellement un problème d'harmonisation? J'avais vu une étude il n'y a pas longtemps sur ce sujet et a priori, nous n'avions pas tous les mêmes marquages. Et la deuxième chose, c'est un petit constat sur la présentation de M. Autière. Il a parlé sur les vieillissements et sur les marquages, la signalisation horizontale. Et le vieillissement était, entre autres, sur les passages de roues, sur les marquages. Je pense que le couple support-marquage est à ce jour le problème le plus critique puisque la dose de contraste va être très très compliquée, je pense, à déterminer et notamment, je prends un seul exemple, un tapis d'enrobé neuf et noir, un marquage est blanc, et au bout d'un an, vous allez avoir sans le tapis qui va être complètement grisonnant, voire complètement blanchi, sans pour cela que le marquage est vieilli ou est subi de dégradation importante. Voilà, c'était ma question et ma remarque. Donc la question, alors de ce que je comprends, s'adresse à André Brotteau. André, si tu... Je crois qu'en fait, il faisait référence à ta présentation, Ménam, sur l'ASV et ensuite l'ASH. Mais vous avez raison, hein, clairement, de dire qu'il y a aussi une question d'harmonisation et de différence de modules de l'ASH lorsqu'on passe les frontières, y compris en Europe. Hein, c'est vrai. C'est juste qu'on n'a pas mis ça en évidence ici, mais c'est bien dans le rapport parce que il y a d'autres sujets sur l'ASH qui sont plus prégnant et qu'on a souhaité mettre en avant. Mais évidemment, il y a aussi ce sujet-là, c'est clair. Merci Eric de cette réponse. Juste pour signaler au passage, hein, donc dans le chat, Monsieur Van Routen, donc qui signale que la lecture des marquages sous la neige, par exemple, il nous signale qu'un important projet d'étude sur la question de la route qui lie le nord de la Suède et de la Finlande, qui a un projet de rapport en ce sens. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? N'hésitez pas, hein, vous allez donc dans l'item en bas, donc réaction, et vous levez la main.
sinon, pour revenir sur ce qu'indiquait Claude Van Roten à propos de la Suède, alors il se trouve qu'on avait effectivement un Suédois dans le groupe, il n'a pas évoqué ce projet-là. Par contre, on a eu des expériences des Japonais autour de ces questions de repérage de la SH portant de neige, donc qui sont référencés dans le rapport.